Yosh, bonjour à toutes et à tous. Vous avez peut-être remarqué, on est dans un décor différent. En effet, je suis chez moi actuellement, je suis pas chez mes parents, donc du coup, j'ai pas pu retrouver la bibliothèque avec mon armoire, mes mangas, mes livres et tout ça. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une place où prendre cette vidéo parce que bah, j'ai pas beaucoup de place et ma grande fenêtre porte sur mon armoire, attendez, ma cuisine et mon entrée juste ici. Et du coup, chez mes parents, c'est beaucoup plus simple parce que ma grande fenêtre, elle porte directement sur mon armoire, mes livres, etc. Donc là, ça a été beaucoup plus difficile. J'ai eu trop de mal à trouver. Je pense que on va faire quelques vidéos comme ça. Et ensuite, je vais essayer d'y réfléchir pour voir s'il n'y a pas un coin dans ma chambre. Enfin, c'est un petit appartement, mais bon, c'est un appartement-chambre, vous savez ce que c'est, les appartements des étudiants. Mais bon, c'est quand même très confortable et c'est très bien pour moi tout seul, donc je regrette rien du tout. En plus, je suis bien placé, j'aime beaucoup la ville où je suis, donc je vais pas m'en plaindre. Bref, aujourd'hui on va commencer avec une nouvelle histoire, cette fois-ci intitulée Le géant de l'hiver, Fuyu no Kyojin, de Furuhashi Hideyuki. Oreg, de son petit nom Oria, est un jeune garçon de 14 ans qui travaille avec le professeur Dienin en tant qu'assistant. Ce professeur fait des études depuis longtemps sur le géant qui s'appelle Mil. Oria est d'une nature très réservée et il fuit le regard des gens lors des conversations. Néanmoins, Dienin avoue sa plus grande qualité, c'est sa capacité d'introspection, car il est capable d'observer et de réfléchir plus posément que les autres. Dienin est pour Oria une personne extraordinaire de plus de 60 ans qui aussi reste tout le temps très joyeuse. L'histoire commence un soir de tempête de neige. Dienin et Oria sont à ce moment-là en pleine investigation à l'extérieur. Ils tentent de se réchauffer du froid qui les glace jusqu'aux os. La neige et les nuages les gênent pour repérer l'endroit où ils vivent. Le monde sommeille sous un hiver éternel, à tel point que le professeur Dienin est obligé d'expliquer à Oria ce qu'est le soleil. Oria et son peuple détiennent plus de 1000 ans d'histoire, et ils ont construit leur habitation sur le géant qui s'appelle Mil. Son corps est 100 000 fois plus grand qu'un humain et est fait de minerais. Sur son dos courbé comme un vieillard, on peut voir Nieba, une grande et ronde excroissance sur lequel vivent Oria et son peuple. On y voit des constructions et des usines aux alentours. D'ailleurs, ceux qui le colonisent se décrivent comme des puces sur un animal. Leur but premier est d'étudier et de découvrir tous les secrets du géant qui traverse, sans qu'ils ne sachent pourquoi, les plaines enneigées. Leur première hypothèse est qu'il fonctionnerait comme une sorte de machine, tout plein de dispositifs avec de la chaleur et de la vapeur. L'autre explication serait qu'il arrive à bouger, se mouvoir, grâce à une force que les humains ne peuvent pas encore comprendre. Ainsi, le géant marche 52 pas par an et ne s'est encore jamais une seule fois arrêté. Pourquoi a-t-il été construit? Arrivera-t-il à son but un jour? Et lorsqu'il arrivera à son but, qu'adviendra-t-il à Oria et les autres? Tant de mystères planent autour de cette créature. Une sorte de prophétie est transmise depuis des générations. Elle dit « Une fois que Mil atteindra les 100 000 ans de marche, alors il atteindra la fin de l'hiver. » Dienin et Oria rentrent chez eux via une moto des neiges, en rentrant dans un ascenseur dans l'une des jambes du géant pour rejoindre le centre. Quand Oria a le temps, il aime dessiner des paysages, mais aussi le géant. Un jour, en regardant un de ses dessins avec un peu plus de distance, il remarque que la posture du géant lui fait penser à celle d'une personne âgée, courbant le dos et malade. Mais il préfère chasser ses mauvaises pensées et se rend au travail. En traversant la ville, Oria nous explique que la vie n'est pas si facile pour tout le monde. Certains manquent de nourriture ou de ressources pour se réchauffer, et les habitations sont strictement contrôlées par le gouvernement. Il faut qu'ils conviennent à un nombre de personnes. Par exemple, Oria, lui, vivant tout seul avec son chat, il est obligé de déménager dans une pièce bien plus petite. Comme partout, il y a des personnes riches et il y a des personnes plus pauvres. Mais il se pense suffisamment chanceux pour avoir de quoi vivre. C'est grâce à Dienin qu'il l'a embauché alors qu'une demi-année plus tôt, il avait perdu son travail. Sur le chemin, il tombe sur un groupe de personnes qui scandent « Préparez-vous, c'est bientôt la fin. Préparez-vous, c'est bientôt la fin. » Je sais pas trop comment le dire. « Préparez-vous, c'est bientôt la fin. Préparez-vous, c'est bientôt la fin. » Je sais pas trop. Ce sont des gens qui portent un chaperon blanc, qui les couvre jusqu'à la tête et qui croient en la fin du monde. Mais au même instant, les lances rouges, un bataillon semblable à nos militaires, apparaissent
pour faire régner l'ordre. Ils sont liés de très près à l'académie qui se trouve près de Nieba. Tout habitant de Mille est déjà allé dans cette académie une fois pour suivre les enseignements. On y apprend les dogmes sur la religion de Mille, des réflexions sur l'histoire, la création du monde, et de manière plus concrète, on peut aussi y apprendre à concevoir de nouvelles machines, à construire de nouvelles habitations, ou bien tout simplement aussi à en restaurer des anciennes, mais on peut aussi y étudier la géothermie et l'agriculture. Mais tout le monde ne parvient pas aux grandes études. Les plus basses castes sortent diplômés d'un niveau minimum et se mettent ensuite à travailler. D'ailleurs, le plus souvent, les enfants reprennent le travail des parents. C'est ce qui est arrivé à Horia, qui s'est mis à travailler dans une usine. Glou glou. Il est un peu froid mon café. J'en étais où? Ah oui, je suis mes moustaches de café. En arrivant en retard au travail, il rencontre Uchi Shichi, un nom bien compliqué à prononcer. Non, je rigole. C'est un savant haut placé et directeur de l'académie. D'ailleurs, cette académie, cette université, est au centre du culte. D'un air sévère, il s'exclame qu'il faudrait s'occuper de ces troubles faits, qui ne font que créer de l'agitation et qui ne cessent de se multiplier. Il rencontre aussi Zabotin, un bonhomme grand et large, comme une armoire à glace, qui est un des gouvernants de la cité qui a le plus de pouvoir, et il patronne les recherches de Dienin. Horia s'ennuie à les écouter parler du résultat des investigations et des projets futurs. À ce moment-là, une jeune fille l'interpelle. Elle ressemble trait pour trait à son père, mais avec toute la grâce qui aurait pu lui être confiée. Efugenia Constantina. Encore un nom à coucher dehors, n'est-ce pas? Non, je rigole. Encore un nom chelou, quoi. Tandis qu'elle lui fait visiter les lieux, elle lui demande de l'appeler comme ses amis, Genia. Ainsi, une nouvelle amitié va naître entre les deux enfants. Elle lui demande de lui parler de ses investigations à l'extérieur de Mille, car malheureusement, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas faire. Horia va lui montrer son carnet de croquis. Elle va être fascinée par ses dessins, allant même jusqu'à lui demander de la dessiner. Elle l'emmène découvrir des recoins de la cité qu'il n'avait encore jamais visités. Elle l'emmène même à l'intérieur de Nieba, qui est tout vert, rempli de champs et de forêts. Il s'arrête dans le jardin secret de roses de Zabotin, et Horia commence à dessiner. Genia, à ce moment-là, lui avoue le connaître depuis de nombreuses années. En fait, c'est lui qui l'a guidée un jour où elle était perdue dans la ville. Depuis ce moment, elle a toujours voulu se rapprocher de lui, mais elle n'a jamais osé franchir le pas, de peur de paraître ridicule. Elle ne savait pas si des années plus tard, il allait se souvenir d'elle. Elle avait donc peur de paraître bizarre. Quand elle a su qu'il avait été choisi pour être assistant d'un professeur, elle sut à ce moment-là qu'elle avait une occasion pour se rapprocher de lui. Horia reste réservée et ne lui parle pas vraiment. Il continue de griffonner sur son brouillon, la silhouette de la jeune fille. Plusieurs heures se passent et Zabotin les retrouve. Il hausse la voix en leur expliquant que tout le monde s'inquiète pour eux et il découvre le carnet d'Horia. À son tour, il reste ébahi devant ses croquis. Il lui réclame son cahier pour mieux l'admirer et tous les trois se séparent. Horia apprend une nouvelle fois qu'une investigation va être mise en place pour récolter des informations sur Mille. Cette fois-ci, l'investigation ne se déroulera pas dans les plaines enneigées, mais dans les cieux. Une expérience qui n'a encore jamais été faite. Une seule personne devra monter dans le dirigeable, car pour se protéger du froid et afin de respirer dans les cieux, il faut tout un équipement très lourd qui encombre le ballon. Horia est désigné car il est très léger, jeune et sait y faire avec les machines. Ce qui penche lourdement le choix vers lui est aussi son carnet de dessin qui a été montré à tous les savants. Tout le monde se rejoint sur le même point, ses croquis sont spectaculaires et apportent une vision de Mille qu'ils n'ont encore jamais eue eux-mêmes. Horia est conscient d'une chose, c'est la chance de sa vie. S'il réussit cette investigation, il pourrait être reconnu officiellement en tant que professeur-chercheur comme Dienin, et ses recherches et ses dessins seraient à jamais conservés et étudiés par les générations suivantes. Et puis qui sait, peut-être pourra-t-il aussi être reconnu légitime par Zabotin pour obtenir la main de sa fille. La montgolfière est équipée d'un système de chauffage et de réfrigération afin qu'elle puisse décoller. Elle est aussi équipée d'un long fil de fer pour revenir à Mille. Une fois le lourd équipement enfilé, l'investigation peut enfin commencer. Horia découvre une nouvelle facette de Mille et regarde de loin Nieba et ses environs s'éloigner. Horia se demande si lui et son peuple ne seraient pas une sorte de gangrène qui emmène lentement le géant vers une mort certaine. Est-ce que ce sera dans 100 ans ou dans 200 ans? Il ne le sait pas, mais tout ce qu'il sait, c'est que, comme tout être humain, Mille se dirige vers la fin de l'hiver. La montgolfière continue de glisser dans le ciel au-dessus des nuages, tout devient blanc, mais il disparaît dans la neige et le brouillard. Et puis, l'épais écran de brume traversé, il découvre un ciel bleu et une lumière aveuglante, le soleil. Il explose de joie et découvre pourquoi, dernièrement, il a vécu toutes ces années douloureuses. C'était simplement pour voir ce beau paysage. Soudain, au loin, il voit une jeune fille, aux cheveux de la couleur de l'or, qui flotte dans le ciel.
Elle semble du même âge qu'Oria et elle se laisse porter comme une feuille par le vent. Elle est totalement nue et la lumière du soleil se reflète sur sa peau blanche. Elle semble chercher quelque chose, puis découvre Oria et son ballon. Alors qu'ils étaient à 2 doigts de se toucher, soudainement, Oria est rappelée par le fil qui est accroché à sa montgolfière. La distance les sépare peu à peu, pourtant, un brusque coup de vent pousse la jeune fille dans les bras d'Oria. Ce dernier remarque alors à quel point elle est légère, comme l'air. Tout à coup, la montgolfière se dégonfle, mais heureusement, leur chute est amortie par une épaisse couche de neige. Au loin, Oria voit le géant Mille s'éloigner et disparaître sous la neige. Grâce au tissu du ballon, il parvient à construire une sorte de tente pour se protéger un minimum du froid et de la neige. Avec lui se tient toujours cette jeune fille rencontrée au-dessus des nuages, et il lui passe quelques vêtements. Il tente de communiquer avec elle, mais la communication ne se fait pas si bien que ça. La jeune fille ne parvient qu'à répéter les mots qu'Oria lui dit. Oria se demande alors s'il ne serait pas tombé sur une sorte d'esprit. Il décide d'emmener sa nouvelle rencontre sur une sorte de luge jusqu'à Mille. Mais sous les efforts et le froid cinglant, Oria commence à s'endormir peu à peu. Puis, une douce lumière l'enlace et il reçoit un peu de chaleur et le repos dont il avait besoin. Il retrouve conscience dans la neige et après qu'il se soit rapproché de Mille, Dienin retrouve enfin la trace d'Oria grâce à des signaux lumineux accompagnés de la jeune fille qui laisse notre cher professeur sans voix. Dienin et les savants s'étonnent de cette mystérieuse jeune fille qui vient de l'extérieur. Jamais encore, ils n'avaient rencontré d'autres êtres vivants à part eux. Les questions fusent, mais comme elle ne semble pas très ouverte à la discussion, il est décidé qu'Oria va devoir s'occuper d'elle. De toute façon, la jeune fille ne veut pas s'éloigner d'Oria. Il est aussi décidé que son existence doit être gardée secrète, afin d'éviter de soulever des tensions indésirables. Notamment aussi parce que les croyantes de la ville, comme Zavotine, pourraient bien vouloir s'emparer de cette affaire pour, une nouvelle fois, montrer le prestige du géant Mille. Et il semblerait qu'Oria ait gagné en valeur dans le regard des professeurs, car il est au centre de cette nouvelle affaire bien juteuse. Cependant, Ushishichi, le directeur de l'académie, s'excuse auprès d'Oria de l'avoir mis dans une situation aussi périlleuse. Et il le félicite aussi pour son courage. Il ajoute qu'il n'essaiera plus de mettre en place un tel projet. Pour lui, l'extérieur est un monde qui ne doit pas être foulé par l'homme. Il appartient seulement à Dieu. Oria tente de lui expliquer que lors de son voyage, il a vu quelque chose d'extraordinaire, mais il n'arrive pas bien à transmettre ses émotions. Ushishichi reste froid et lui demande si à lui seul, il aimerait remettre en cause 1000 ans de doctrine. Et la conversation s'arrête là, Oria étant appelé par la jeune fille. Une fois rentré chez lui, il se demande quel nom il pourrait donner à sa nouvelle rencontre. Il se rappelle de sa mère et rapidement, un prénom lui vient à l'esprit, Lena. Lena est le prénom qu'aurait voulu lui donner sa défunte mère s'il avait été une fille. En tout cas, Lena semble très satisfaite de son prénom, puisqu'elle n'arrête pas de lui répéter un nombre incalculable de fois. D'ailleurs, ce prénom signifierait autrefois lumière et espoir. De joie, le corps de Lena commence à se mettre à briller, comme une lampe, puis à réchauffer la pièce, avant de se calmer. Le lendemain, Oria et Lena rejoignent le centre de recherche, là où Dienin travaille. Oria lui explique ses nouvelles découvertes. Lena peut se mettre à briller lorsqu'elle est heureuse, elle émet de la chaleur, elle déteste l'obscurité, mais aussi qu'elle peut être très heureuse devant une lumière, une lampe, une bougie. Il lui parle aussi du fait qu'elle ne mange pas. Pendant qu'Oria travaille, Lena, elle, s'amuse beaucoup parmi les livres et la poussière. Elle s'esclaffe même devant la lumière passant par les fenêtres. Puis, après la rencontre peu amicale de Genya et Lena, Dienin et Oria tombent sur un croquis de Mille qui a plus de 150 ans. En comparant ce dessin avec celui d'Oria, le professeur et son assistant en viennent à une conclusion très alarmante et ils s'empressent de le reporter. La chaleur provenant du puits de chaleur de Mille s'appauvrit chaque année. Sans cette chaleur, le peuple court à sa perte. Dienin est certain, il leur reste même pas 100 ans à vivre. Mais Zavotine reste froid et distant. Il leur explique qu'ils n'ont rien découvert du tout, et que tout déjà avait été reconnu. Les mesures prises, continuer d'extraire la chaleur, et de construire Nieba afin de sauver les personnes de valeur. De toute façon, l'homme est voué à mourir. Les autres, eux, il en est sûr, atteindront le paradis. C'est malheureusement le seul moyen qu'il leur reste. Dienin s'insurge,
Mais pourquoi ne pas retrouver un nouvel endroit où le peuple de Mille pourrait à nouveau bâtir une ville? Zavotine réfute. Il n'y a pas d'autre endroit pour accueillir 100 000 êtres vivants sur les plaines enneigées, autre que Mille. Mais le professeur lui tient tête et lui dit qu'il lui reste une chance en lui montrant Lena. Mais avant que Dienin continue ses explications, Zavotine frappe le sol de son bâton et lui crie de ne plus jamais s'exprimer sur un tel sujet, car son comportement est complètement absurde, et il s'en va. Finalement, la ville se déchagrine avec l'arrivée de la fête de fin d'année. Elle répond au nom des 52 pas que fait Mille chaque année. De nouvelles teintes de couleurs apparaissent à travers le paysage habituellement grisâtre de la ville. Une splendide parade avec des gens déguisés en Mille défile jusqu'à Nieba. Une fois à l'intérieur, on y danse, on y boit, tout n'est que festif et joie. Oria et Lena sont entraînées par la foule, au plus grand plaisir de cette dernière, qui s'amuse comme une folle et qui se met même à briller. Mais au fur et à mesure que la lumière s'extrait de son corps, la jeune fille faiblit. Sa respiration devient saccadée. Oria comprend rapidement que la jeune fille a besoin de lumière. La lumière est pour elle ce que l'oxygène est pour l'homme. Il l'emmène à la serre où se trouve le jardin secret de Zavotine. Et une fois en plein jour, la jeune fille commence à reprendre peu à peu du poil de la bête. Oria comprend immédiatement ce qu'il doit faire. Il doit vite la ramener au-dessus des nuages, car c'est là qu'est sa vraie place, sinon elle risque de mourir. Cependant, Genia les découvre et elle est en colère que Oria ait amené une inconnue dans son jardin secret. Elle crie au voleur et Zavotine et ses domestiques rappliquent. Oria s'excuse et avoue que Lena a fait un malaise et a besoin de lumière. Il avoue aussi par mégarde que Lena vient du monde extérieur, mais Zavotine, le regard suspect, avoue qu'elle vient de la ville. Il met Oria dehors et seul, il se fait tabasser par les domestiques. Oria titube jusqu'au centre de recherche car il sait que Dienin saura trouver une solution. Mais une fois arrivé, personne n'est là. Puis, lors de la première nuit de la fête de fin d'année, le géant Mille, qui marchait jusqu'à présent depuis 1000 ans, s'immobilise. La fête bat son comble en pleine nuit. Oria décide de se rendre ses Zavotine dans l'espoir qu'il l'écoute. Cependant, Oria a l'impression qu'un étrange silence s'est imposé tout autour de lui, comme un silence de mort. Il comprend que le jour est finalement arrivé, le jour où Mille s'est finalement arrêté. Puis, de nouvelles personnes remarquent ce silence. Les chaperons blancs, qui croient en la fin du monde, prennent place sur l'estrade et scandent que la fin est arrivée. Ils demandent à la population de vite se préparer. Mais en premier lieu, ils se font huer et jeter de la nourriture. Les gardes aux lances rouges arrivent précipitamment pour ramener l'ordre. Ils veulent arrêter les troubles faits, mais un chaos bien plus grand retentit alors. Les bâtiments aux alentours s'abattent, la foule est prise de panique. Mais une voix retentit, celle des chaperons blancs. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, leur groupe est là pour eux. Ils appellent à la collaboration des gardes aux lances rouges pour protéger les citoyens, pendant que ces derniers se préparent à faire un très long voyage. Dans le mouvement de la foule, Oria se fait attraper par quelqu'un en chaperon blanc. C'est Benikofeu, un assistant professeur. Oria apprend que cette étrange partie regroupe en fait tous les professeurs de la ville qui avaient compris bien auparavant que Mille était en train de mourir peu à peu. Ils souhaitaient prévenir la population et réclamer des mesures par le gouvernement. Mais ils ont aussi par ailleurs réfléchi à une sorte de plan de secours. Benikofeu lui demande son aide, ce qu'accepte Oria à condition qu'il récupère Lena. Soudain, une immense fissure endommage Nieba, un vent glacé pénètre à l'intérieur, la foule se met à crier. Dienin et les religieux du dogme de Mille, avec Ushishitsi, qui est à la tête de cette religion, mais qui est aussi le directeur de l'académie, je le répète, et Zavotine se retrouvent tous les trois pour discuter. Ushishitsi revendique aux professeurs, qui font partie d'un groupe officieux, de ne pas émettre des paroles qui pourraient troubler le peuple de Mille. Selon lui, ce qui se passe n'est que passager, et doit être vécu comme une épreuve envoyée par Dieu. C'est grâce à la foi que tous s'en sortiront, et que leur âme sera sauvée. Dienin rétorque. Le peuple de Mille se doit de faire perdurer la volonté et l'héritage de Mille. Ils se doivent de chercher un nouvel endroit où habiter et de fonder une nouvelle société bien meilleure que celle-ci. Mais ils ne pourront jamais y arriver seuls. Selon Dienin, c'est aussi grâce à la foi qu'ils aboutiront à ce projet. En effet, les gens ont besoin de croire, car la foi les soutient et leur permet d'avancer. Ce que souhaitent les chaperons blancs, c'est de construire une nouvelle société où tous
Tout le monde a le droit de parole. Ensemble, ils pourraient discuter des manières de fonder cette nouvelle société. Dienin explique enfin que la fin de l'hiver, que scandait son groupe, signifie, entre autres, qu'au terme de la marche de 1000, un nouveau monde, au-delà des plaines enneigées, est proche. Ushishi reste dubitatif, mais Dienin avoue qu'il a une preuve qu'un autre monde existe. Bien sûr, Oria à ce moment-là comprend qu'il parle de Lena, mais cette dernière est détenue par Zavotin. Et le jeune garçon comprend que Zavotin compte cacher aux autres l'existence de Lena. Il ment sur la dernière rencontre d'Oria et sa fille en évoquant un conflit entre les jeunes enfants qui s'est finalement bien fini. Ushishi dit qu'il est plus humain d'accueillir paisiblement la mort en priant, car vouloir sauver le monde est bien beau, mais qu'en est-il des personnes de plus faible constitution? Pourront-elles supporter un voyage sur des terres glacées? Avant que Zavotin s'exprime, Oria intervient. Il dit que la situation actuelle est certes bien difficile et qu'il faudrait mieux profiter de ces derniers instants avec sa famille. Cependant, les hommes ne sont pas comme les fleurs du jardin secret de Zavotin. Ils ne vont pas simplement mourir de froid. Ils sont bien plus robustes et ils ont une chance de pouvoir survivre. Peu importe qu'il reste tant de questions à élucider et qu'il y ait tant de choses inconnues à l'extérieur de 1000. Pour Oria, ensemble, ils arriveront à trouver les réponses ainsi que les ressources nécessaires à leur survie. Il ajoute que dans chaque individu, on trouve des caractéristiques différentes qui en font la valeur de chacun. Zavotin ferme les yeux 5 secondes, 10 secondes, puis accepte de les aider. Le directeur, Ushishi, proclame qu'il remet ses droits sur l'armée au conseil municipal, donc entre autres à Dienin et les autres. Sans se retourner, il disparaît dans le chaos des secousses en défendant être une personne de foi. Genya emmène Oria retrouver Lena qui semble aller mieux. Ainsi peut reprendre désormais l'évacuation du peuple de 1000. Les habitants se dirigent vers les ascenseurs qui circulent à travers le corps du géant de 1000 tels des vaisseaux sanguins. Ceux ayant rejoint les plaines enneigées ont construit des tentes et ont commencé doucement leur nouvelle vie. Pendant ce temps, Oria se dirige lui vers la montgolfière afin de ramener Lena au-dessus des nuages. Dans le centre de recherche, il tombe sur Ushishi en tenue de protection contre le froid. Soudain, depuis un angle invisible aux yeux d'Oria, le jeune garçon se fait transpercer le flanc avec un couteau. Il se demande comment Oria est arrivé à vivre sans avoir peur du froid, mais aussi comment il a fait pour être accepté par Dienin et les autres, et de poursuivre des investigations sur les terres enneigées, alors que pour lui, ils ont plus ou moins le même profil. Après quelques secondes de réflexion, Oria répond qu'il avait Andrusha, son ami le chat, qui était là pour affronter avec lui le froid. Ushishi est tout d'abord surpris par cette réponse, puis il comprend pourquoi Oria a fait l'unanimité avec les autres. Il cache au fond de lui une chaleureuse sympathie qui a attiré tout le monde et que lui ne possède pas. Oria et Lena se disent adieu et Ushishi, désormais en compagnie de la jeune fille, s'envole vers les cieux. Le directeur de l'université demande à Oria de faire ses adieux pour lui, car c'est son dernier voyage. Il ne reviendra pas. À l'inverse d'Oria, lui n'a pas le courage pour se lancer dans ce nouveau monde. Mais le jeune garçon sous l'hémorragie perd peu à peu conscience, mais avant de s'évanouir, il arrive à voir brièvement la silhouette de la jeune fille voler vers lui. L'hémorragie d'Oria fut très conséquente et sa vie fut mise à rude épreuve. Cependant, grâce à la lumière de Lena, Oria réussit à reprendre du poil de la bête. La fin de Ushishi est cependant bien plus malheureuse, puisque le ballon s'est par la suite écrasé sur le sol et qu'aucune trace de vie n'a encore été retrouvée. Pendant ce temps, Dienin et Zavotin discutent du prochain plan à prendre pour le peuple de 1000. Tout le monde a pu s'échapper sans encombre du géant 1000. Un optimisme plane de visage en visage, mais certaines questions restent encore sans réponse. Jusqu'où vont-ils pouvoir aller sans ressources? 1000, lui, reste immobile. Mais un jour, sa destruction commence. Ses bras, ses jambes, puis sa tête, tout son corps entier s'écrase sur le sol, avec les constructions du peuple de 1000. Ainsi, le géant devient une montagne de détritus qui se laisse engloutir par la neige. Cependant, Lena, sensible à la tristesse d'Oria et de ses amis, se rue sur le cadavre du géant. En l'inondant de sa lumière, peu à peu, un nouveau géant se met à bouger. Néanmoins, plus jeune et plus petit. Le dos toujours courbé, il se met à marcher à grands pas, faisant fondre sur son chemin la neige. À chaque nouveau pas, des fleurs, des arbres,
de l'herbe se mettent à pousser. De la végétation prend vie. Un vent tiède se met à souffler, chassant le froid environnant. Et le ciel se libère enfin de ses 1000 ans de nuages. Le monde se couvre de roses, tandis que le peuple de Mille retire leur manteau. Un nouveau monde est né. Et voilà pour cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai décidé de vous en parler parce que moi ça me faisait beaucoup penser aux animés Ghibli, aux histoires Ghibli. En tout cas, je rêverais trop de la voir en animé Ghibli. Je trouve qu'on pourrait très bien la faire. En plus, la fin est très jolie et j'ai trouvé que les morales aussi étaient très belles, comme croire aux hommes en la capacité de chacun, mais aussi au groupe, à la communauté. C'est une histoire assez courte d'ailleurs. Je pense que avec un niveau N3, on peut commencer déjà à s'y plonger. Donc pourquoi pas, si vous voulez à l'occasion le lire, essayez de le trouver. Je pense que vous pouvez le commander ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vous laisse ici. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé cette histoire, à partager cette vidéo si vous voulez partager cette histoire à d'autres personnes. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire, c'est toujours agréable pour moi de lire vos retours sur cette histoire. Et je vous laisse à nouveau mon Instagram et je vous dis à la prochaine pour une prochaine histoire. Salut!